Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, je te viens avec un tout nouveau sujet, car Julien est actuellement encore en croisière de formation avec nos étudiants. Ils se forment, ils étudient et en même temps, ils profitent. C'est une bonne manière d'allier l'utile à l'agréable. Alors aujourd'hui, je te viens avec un nouveau sujet et je vais te parler d'un livre qui a été écrit par Cory Breyer, qui s'appelle The Habitual Hustler, où Cory Breyer recense les ingrédients du succès en interviewant une cinquantaine d'entrepreneurs à succès. Donc, si tu es entrepreneur, que tu as un projet, un objectif, envie d'améliorer ta productivité, ta concentration, réduire ta charge mentale, eh bien, tu trouveras ici 11 clés qui ont permis à ces 50 entrepreneurs de réussir. Alors, on va commencer par la première clé. La première clé, c'est la planification. Ce qu'on apprend dans le livre de Cory Breyer, c'est de planifier en amont. Et c'est important de planifier parce que toi qui m'écoutes, peut-être que tu as déjà été confronté à la procrastination. Et il faut savoir que le cerveau ne peut pas réfléchir à ce qu'il va faire et faire en même temps. Donc, c'est important de remettre les choses dans l'ordre et d'abord de réfléchir au plan d'action et après de se mettre en action. Une fois qu'on a un process, on se met en action. Parce que si ce n'est pas clair dans notre esprit, bah automatiquement, on va procrastiner. On va avoir du mal à se mettre en mouvement. Parce qu'on doit penser à tous les scénarios possibles. Et aussi, ce qui est cool avec la planification, c'est que ça nous permet aussi de découper les tâches. On a un projet qui englobe un ensemble de tâches. Bah là, au moins, ça permet de se dire, ok, j'ai un projet, je vais le découper. Donc, c'est un point qui va être important, effectivement, de découper, d'accord, le projet en plusieurs tâches. Et demain, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis après, peut-être après-demain, je vais faire telle et telle et telle chose. Et en fait, vu que la vision est claire, on n'a plus qu'à passer à l'action. Ça nous enlève une charge mentale et on délègue tout au process. Donc voilà, ça c'est la première clé. Et ce qui est conseillé, en tout cas dans ce bouquin, c'est de prendre quelques minutes, donc c'est 5 minutes, d'accord, 10 minutes, peu importe, chaque matin ou la veille, d'accord, pour planifier les activités qu'on a à faire le lendemain ou durant la journée. Et tu vas voir que si tu fais ça, tu vas avoir beaucoup plus de motivation et ça va être un moyen de lutter contre la procrastination. Deuxième clé, c'est le fait de faire des listes. Et c'est en lien avec la planification. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire demain, comment veux-tu faire des listes? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, une fois que tu as découpé les tâches en plusieurs sous-tâches, bah en fait, tu listes ça. Tu mets ça sur une feuille, tu mets ça sur une application, peu importe, il y a des applications de to-do list. Et c'est ce qui va te permettre, par la suite, de prioriser. Et ça va être le point suivant. Et ces listes, elles concernent aussi bien ta vie pro que ta vie perso. Ta liste de courses, par exemple. Si tu as une liste de courses déjà prête, t'as pas besoin de réfléchir pendant que tu es au magasin de qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois pas acheter, qu'est-ce que j'ai encore à la maison. D'accord? Tu as déjà ta liste. Tu fais ta vérification à la maison, tu regardes ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Hop, tu coches et tu vas au magasin. Et à ce moment-là, tu sais que tu vas rien oublier. Tu sais exactement ce que tu dois aller acheter. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. En tout cas, tu n'en perds pas. Et tout est clair. Et c'est vrai que je suis en recherche en ce moment, à titre personnel, d'organisation. D'organiser différemment mes journées. Surtout depuis la naissance de ma fille, parce que aujourd'hui, je divise ma journée en deux. Le matin, je m'occupe d'elle, et une fois que ma femme rentre à la maison, à ce moment-là, je me mets à travailler. Ou en tout cas, pendant ses siestes également. Mais sans liste, sans planifier, c'est pas possible. C'est compliqué. C'est une charge émotionnelle et une charge mentale pour moi. Et en ce moment, par recherche d'optimisation, bah, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de le faire dans ma vie perso. Pas que la vie pro, la vie perso aussi. Comme avoir des listes de courses, ça on avait déjà, mais des listes de recettes également. Voire même parfois des process par rapport à certaines choses qu'il y a à faire. Et même pour le ménage parfois.
Parce que des fois, ça peut arriver. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué et tu as du mal à te mettre en mouvement. Mais si tu as une liste et tu sais, OK, je vais d'abord commencer par la salle de bain, puis après je vais faire telle chose, puis après je vais faire telle chose, bah, en fait, tu suis ta liste. Tu suis la liste telle qu'elle est. Et ça va te faciliter énormément le passage à l'action. Ça va te permettre de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. L'avantage de la to-do list, c'est aussi que ça te permet de rester concentré. Ça te permet d'éviter de t'éparpiller parce que tu sais exactement le chemin à suivre. Tu sais, c'est comme si tu devais voyager entre Lille et Marseille. Si tu sais pas exactement par quelle ville tu vas passer, par quel chemin tu vas passer, tu risques de te perdre à un certain moment. Et ça va te faire perdre du temps. Tu vas avoir besoin d'énormément d'énergie, parfois, pour pouvoir retrouver le chemin. Parce que ça va être stressant, ça va être fatigant. Et vraiment, la to-do list, c'est une espèce de journal de bord. C'est une espèce de carte avec la route que tu dois emprunter pour aller d'un point A à un point B. Pour aller du commencement d'une tâche vers la réalisation de cette tâche. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'aimes pas les to-do list. Ça se peut. Il y a des personnes pour qui une to-do list, c'est stressant. Alors pour toi, il y a quelque chose de spécial que tu peux mettre en pratique ou en place. C'est une liste des choses à ne pas faire. Ce que tu peux essayer de faire, d'accord? Je ne dis pas que ça va fonctionner. L'objectif, c'est de tester et de voir quel outil fonctionne pour soi. Ce serait une liste des choses à ne pas faire. Et l'objectif, à travers cette liste, ça va être d'éliminer les distractions et clarifier les priorités. Si, avant de commencer à faire ton ménage ou avant de commencer à travailler, tu as un certain nombre d'habitudes qui viennent te paralyser, ben voilà, tu les notes. Et ça va te servir comme une espèce d'algorithme de OK, je sais que si je fais ça, je vais avoir ce genre de comportement-là. Donc ça va avoir telle conséquence pour moi. Je ne les fais pas, mais à la place, je vais faire telle chose. D'accord? Donc voilà, ça c'est un outil également qui est utilisé en tout cas par les 50 entrepreneurs à succès qui ont été interviewés par Cory Breyer. Le troisième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être de prioriser. Prioriser les tâches. Et si tu planifies pas, tu fais pas de liste, comment veux-tu prioriser? Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que ces trois points-là sont liés. Et pour ça, l'auteur nous amène un conseil, c'est d'éviter de commencer par les petites tâches le matin, d'accord? Ou en tout cas quand on commence, telles que les emails, les corrections, répondre aux messages sur les réseaux sociaux, etc. Même si ça semble facile, en fait, le matin, l'idéal, c'est de se concentrer sur les tâches importantes qui demandent le plus d'énergie. Sache que quand tu dors, quand tu te reposes, tu te recharges. Un peu comme un smartphone qu'on branche à la prise. Tu te recharges. Au réveil, tu as un capital énergie. D'accord? Tu es peut-être à 100% si tu as bien dormi, peut-être que tu es à 90, peut-être que tu es à 50, en fonction de la nuit que tu as passée. Donc, si tu commences le matin avec des petites tâches faciles, le truc, c'est que ton énergie, elle va diminuer au cours de la journée. D'accord? En fin de journée ou l'après-midi, tu vas devoir dealer avec très peu d'énergie pour faire des tâches qui sont hyper énergivores. Donc la meilleure chose à faire, selon lui et selon ces entrepreneurs qu'il a interviewés, c'est de commencer la matinée avec les tâches qui demandent le plus d'énergie. Et une fois qu'on les a finies, bah déjà, il y a une espèce de satisfaction personnelle. Il va y avoir un boost d'énergie parce qu'il y a la dopamine aussi qui va jouer. Le fait d'avoir fini ces tâches-là. Après, bah, l'après-midi, on se concentre sur les petites tâches qui ne demandent pas trop d'énergie, qui ne demandent pas de réfléchir. Ou même, ces petites tâches, tu peux les garder pour des moments dans la journée où ton énergie est au plus bas. Je peux te donner un exemple. Parfois, il m'arrive d'avoir du mal à me mettre en mouvement. Je vais travailler, tout va bien se passer, puis paf, j'ai une baisse d'énergie au cours de la journée. Très souvent, ça arrive en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Et j'arrive pas. Mon cerveau n'arrive pas à se concentrer. J'arrive pas à rester focus. Ben, dans ces moments-là, ce que j'essaye de faire généralement, c'est de faire des tâches qui sont automatisées. Des tâches qui me demandent pas de réflexion, en fait. Des tâches assez robotiques. Ça me permet d'avancer sur mon planning. Et en même temps, vu que c'est des tâches qui ne demandent pas de réflexion, ben, ça me permet de me débarrasser de certaines tâches et de libérer de la charge.
Donc voilà, ça va être vraiment important d'apprendre à prioriser les tâches. Et pour ça, une chose que tu peux utiliser, c'est la matrice d'Eisenhower également. Alors je pense que tu dois connaître la matrice d'Eisenhower, on en a déjà parlé. C'est une matrice avec 4 cadrans où on aura les tâches importantes et urgentes, d'accord? Cela, c'est vraiment la priorité à faire. Les tâches importantes et pas urgentes, les tâches pas importantes mais urgentes, ou les tâches pas importantes et pas urgentes. Ça, c'est poubelle, pas besoin, d'accord? C'est les tâches à éliminer. Donc, les tâches importantes et urgentes, il faut les faire là, tout de suite. Les tâches pas importantes et urgentes, on les planifie, d'accord? Et les tâches importantes mais pas urgentes, on peut les déléguer, d'accord? On peut les laisser pour plus tard, d'accord? On peut les planifier, mais aussi on peut les déléguer s'il y a possibilité. Donc voilà, je pense qu'on a déjà fait un podcast sur le sujet de la matrice d'Eisenhower. En tout cas, on en a déjà parlé. Mais sinon, il y a des applications qui permettent justement d'avoir une matrice d'Eisenhower sur son téléphone ou sur son ordinateur. C'est vraiment un outil qui est facile à utiliser et ça permet en plus, avec le temps, au plus on l'utilise en fait, d'apprendre à prioriser les tâches de façon beaucoup plus facile et sans réflexion. Quatrième point, ça va être de fixer des deadlines. Alors ça, c'est un sujet dont on a parlé la semaine passée avec nos étudiants en coaching. Quand on a parlé de la planification des objectifs et de comment amener de la clarté dans les objectifs. Si tu n'as pas de deadline, tu vas remettre sans cesse à demain. Si tu n'as pas de deadline, tu risquerais de procrastiner. Parce que ton cerveau, là, il va se dire, en fait, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. C'est ok, c'est pas grave. J'ai encore le temps, c'est pas grave. Et tu peux aller comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est important de se fixer une deadline. Ça peut amener du stress, effectivement, mais c'est aussi ce stress qui va être un moteur pour toi. De dire, ok, non, 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 il faut que je termine ça avant cette date. Ton cerveau a besoin d'un cadre. S'il n'a pas ce cadre-là, il ne passera pas à l'action. Et ce cadre, c'est justement le fait de définir une date butoir à tes objectifs. Parce que même si tes objectifs sont clairs, si tu n'as pas de date, tu vas repousser à demain. Et ça, tu peux le faire avec tout, hein, d'accord? Tu peux le faire avec tout, même dans ta vie personnelle. Pas obligatoirement avec tes projets professionnels. Tu peux le faire avec le ménage chez toi, tu peux le faire avec de l'administratif à régler. Mais le tout, c'est que tu as défini la date, tu t'y tiens. Ah, parce que j'en connais certains qui vont définir une date et qui vont dire non, c'est pas grave, je vais la reporter. Non, ça, c'est la date limite. Point. Cinquième point, le fait de bannir le multitâche. Alors toi qui nous écoutes, certainement tu nous as déjà entendu dire ça avec Julien. Le multitâche, c'est pas quelque chose qui est possible. Il y a très très peu de personnes dans le monde qui sont capables de faire du multitâche. D'ailleurs, d'après une étude, il est dit que seulement environ 2% des personnes peuvent réaliser plusieurs tâches en même temps. Et pour 98% des personnes restantes, bah, le multitâche, la seule chose que ça va faire, ça va être réduire ton efficacité et ta concentration. Parce que tu vas passer beaucoup plus de temps à finir une tâche. Tu vas te dissiper. Et pour ça, imagine que tu as un tuyau chez toi. Et ce tuyau-là, tu sais, il envoie un jet d'eau assez puissant. Et tu t'amuses à faire plein de petits trous un peu partout, en fait, dans le tuyau. Est-ce que tu penses que la puissance du jet va être la même une fois que tu vas faire des trous un peu partout? Non, en fait, ça va se disperser, cette énergie va se disperser. Et c'est ça, en fait, le problème du multitâche. Il vaut mieux que tu te concentres totalement sur une tâche, d'accord? Une tâche à la fois, que de faire 10 choses en même temps. Ça va être beaucoup plus efficient. Et aussi, ça va t'enlever de la charge mentale, d'accord? Parce qu'en faisant plusieurs choses en même temps, en fait, tu surcharges ton cerveau. Donc voilà, point important à garder à l'esprit, pour répéter, le cerveau humain, il est conçu pour se concentrer sur une tâche à la fois. Donc, tu priorises et tu avances de façon méthodique, une tâche à la fois, pour réduire le stress et augmenter ton efficacité. Et c'est aussi là, encore une fois, que c'est important de faire des listes, de planifier, de faire des listes, de prioriser, parce que sans ça, tu peux être tenté de faire 10 000 tâches en même temps. D'accord? Mais là, tu as un process. Tu suis le process. Sixième point, de prendre soin de ton corps.
Il faut savoir que ton bien-être physique va influencer directement ton énergie et tes performances. Il va être important au cours de la journée de te mettre en mouvement, de bouger. Et pour ça, tu pourrais alterner le travail assis, debout, si tu en as la possibilité. Si tu es un entrepreneur et que tu travailles chez toi, peut-être que ça pourrait être intéressant de privilégier un bureau assis debout, par exemple, qui peut se lever et où tu peux alterner. Sinon, si tu peux pas faire du travail assis debout, ou en tout cas tu peux cumuler les deux, de faire des micro-sessions de sport. Alors ça peut être juste 3 minutes, ça peut être juste 2 minutes. Tu te lèves, tu te mets en mouvement, tu sautes, tu fais quelques squats, tu fais quelques pompes, tu danses, tu peux danser également. Juste tu te mets en mouvement. 3 minutes. D'accord? Et tu essayes de le faire plusieurs fois dans la journée. Une fois par heure, si possible. Sinon, tu t'arranges. C'est toi qui vois en fonction de ce que tu peux. Mais en tout cas, d'essayer de te mettre en mouvement au cours de la journée. Tu peux également méditer, d'accord? Pour pouvoir discipliner tes pensées, d'améliorer ta concentration et de réduire ton stress. Encore une fois, pas besoin de faire 10 heures de méditation, d'accord? Tu peux faire 2 minutes, 5 minutes, peu importe. Vraiment de courtes périodes de méditation au cours de la journée. Dormir, très important, dormir. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on dort, c'est comme lorsqu'on recharge un téléphone portable. Si tu dors mal ou que tu ne dors pas, bah, tu vas commencer ta journée avec un capital d'énergie limité et automatiquement, ça va influencer le reste de ta journée. Le conseil, c'est d'essayer de dormir aux alentours de 23 heures, d'accord? Et d'éteindre au moins ton téléphone 1 heure avant de dormir. Tu peux lire également avant de te coucher, généralement c'est assez conseillé si possible, de lire sur un livre, d'accord? Un livre papier. Parce que si tu lis sur ton iPad, bah, voilà, je veux dire, là, tu es, exposé aux lumières bleues et c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le sommeil. À la rigueur, une lisseuse, alors moi, j'utilise une Kindle, il y a pas de lumière bleue, d'accord? Mais, il y a une petite lumière comme ça en fond que je mets au minimum et ça me permet de lire, en tout cas, le soir. Et puis, autre point, manger sainement. D'accord? Boire beaucoup d'eau, manger un petit déjeuner qui est pas trop sucré, des fruits secs en cours de journée et de préparer ton repas si possible, si tu peux le faire. Parce que le sommeil, ça nous permet de nous recharger en énergie et la nourriture également. Et en plus, ce qu'on mange va avoir un impact aussi sur nos prises de décision, sur nos émotions. On a déjà fait des podcasts sur le sujet, mais il y a clairement un lien entre ce qu'on mange et bah, notre cognition et notre système émotionnel. Septième point, de faire une détox digitale. Ça peut être aussi un point important. Je suis sûr et certain que parmi les personnes qui nous écoutent, si tu regardes ton temps d'écran, tu dois passer par jour quand même pas mal de temps sur ton téléphone. Beaucoup de gens sont concernés. Ça m'arrive aussi, Julien aussi, de passer du temps sur le téléphone, mais on essaie tous de se soigner. Et pour ça, tu peux utiliser certains outils qui sont déjà présents dans ton téléphone portable, tels que les temps d'écran ou certaines applications qui permettent justement de bloquer certains sites, certaines applications pendant une certaine heure ou de donner, par exemple, accès à ces sites ou ces applications pendant 30 minutes. Donc, tu peux choisir aussi le temps que tu peux passer par jour. Et tout à l'heure, j'avais dit que avant de dormir, c'était bien de ne pas utiliser le téléphone portable ou des écrans 1 heure avant de dormir. Bah, en fait, le matin, c'est la même chose. On évite au réveil d'utiliser son téléphone portable ou sa tablette ou peu importe. On évite de regarder ses mails, on évite de regarder ses réseaux sociaux parce que ça va nous surcharger en informations et les mails peuvent créer, en plus, si tu lis tes mails le matin, ça peut créer un sentiment d'urgence dès le matin. Et ça va te stresser, ça va puiser sur ton énergie, ça va amener un état de panique et tu vas avoir beaucoup plus de mal par la suite, justement, de planifier aussi tes actions. D'accord? Et de prendre les bonnes décisions. Quand tu travailles au cours de la journée, essaye de ne pas avoir ton téléphone à côté de toi. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Pourquoi? Parce que juste le fait d'avoir le téléphone en face de nous visuellement, rien que ça peut perturber ta productivité. Et ça pour plusieurs raisons. Un, c'est une distraction visuelle et auditive pour toi au travers des notifications. Parce qu'à chaque fois que ton téléphone va sonner, vibrer, clignoter, bah, automatiquement, ton attention, elle va être redirigée vers le téléphone portable. Donc si tu peux pas te concentrer si tu as un téléphone
en face de toi qui vibre à chaque fois et qui t'amène des notifications. Et moi-même, j'ai fait l'erreur. Moi-même, je faisais l'erreur autrefois. Et même si on ignore ces notifications, malgré tout, c'est des choses qui vont augmenter notre charge mentale. Et ça va créer des déconnexions en fait au niveau de notre concentration. C'est très difficile de se concentrer, mais c'est très facile de se déconcentrer. Et à chaque fois qu'en fait tu te déconcentres à cause d'une notification, tu vas réavoir besoin de temps pour retrouver un certain niveau de concentration. Ensuite, le fait d'avoir justement son smartphone en face de soi, ça peut être une tentation. En fait, on peut être tenté de vérifier constamment notre téléphone portable. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as déjà ressenti cette espèce de vibration dans ta poche. On appelle ça la vibration fantôme, où tu as l'impression que ton téléphone vibre, tu sors le téléphone, tu rien reçu. Et en partie, en fait, cette vibration fantôme, il y a plusieurs raisons, mais en partie, c'est aussi lié à l'hypervigilance. D'accord. En fait, on est tellement dépendant à ces technologies-là que le cerveau reste en état d'alerte, prêt à répondre à la prochaine notification. C'est une raison parmi d'autres, d'accord. Aussi, pour pouvoir justement mettre en place cette détox digitale, surtout sur le lieu de travail, il peut être intéressant de privilégier les interactions humaines, d'accord, aux échanges numériques. Je me rappelle quand je travaillais dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais, des fois je travaillais avec des collègues, ils étaient juste à côté, dans la salle à côté, à 10 mètres, même pas. Et en fait, on échangeait par mail. Mes collègues échangeaient par mail avec moi. Et moi, c'est vrai que je préfère discuter avec les gens. Mais il faut juste savoir que une conversation vaut mieux que 10 emails. Parce que quand tu parles avec quelqu'un en réel, en tout cas si ton entreprise le permet, parce que bon, il y a aussi des entreprises qui préfèrent justement ces échanges digitaux, et ils ont peut-être pas forcément envie de voir des gens discuter ensemble. Mais si tu as la possibilité d'échanger directement avec tes collègues, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus efficient. Tu pourras poser tes questions directement en face, tu pourras clarifier pour pouvoir avoir les informations dont tu as besoin. Huitième point, le fait d'exprimer de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment qui est hyper puissant. On a déjà fait aussi des podcasts sur le sujet et faut juste savoir que le bien-être mental, c'est un pilier pour tous les entrepreneurs. C'est un point sur lequel il faut faire très très attention. Et la gratitude contribue à améliorer notre bien-être mental. Donc, ça peut être intéressant pour toi de tenir une liste de gratitude quotidienne, un journal de gratitude, dans lesquels tu peux lister tout ce que tu as apprécié durant la journée, toutes petites choses, grandes choses qui t'est arrivé durant la journée, mais aussi ce journal de gratitude, tu peux l'utiliser au futur sur les choses que tu veux atteindre, que tu veux obtenir, en remerciant ou en exprimant de la gratitude pour cette chose que tu désires, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, avec la certitude que ça va arriver. Et dans cette liste de gratitude, tu peux aussi l'utiliser pour pardonner, pour te libérer de certaines choses qui te sont arrivées durant la journée que tu as pu prendre comme négatif ou douloureux. D'accord. En remerciant, en acceptant les expériences qui ont été difficiles pour toi durant la journée. Et peut-être que pour te faciliter l'exercice, ce ne sera pas toujours évident, de te poser la question, si cette chose qui m'est arrivée dans la journée avait un point positif ou devait m'apprendre quelque chose de positif, ce serait quoi? Et de lister. Tu notes, OK, ben voilà, tel collègue, m'a manqué de respect, à ce moment-là, j'ai pas apprécié. Qu'est-ce que ça pourrait m'apprendre? Bah, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à définir mes limites, tiens. Peut-être que faut que j'apprenne à poser un cadre avec les autres. Ou peut-être que, ben, je sais que ce collègue-là, j'ai pas trop envie de l'avoir comme ami. Peu importe, d'accord? Mais vraiment, d'essayer de trouver au moins 3 choses, si tu le peux, d'accord? 3 leçons ou 3 choses positives que cette épreuve, cette chose que tu as vécue pourrait t'apprendre et qui pourrait être positive pour toi et d'exprimer ta gratitude. Et peut-être un autre point, qui va potentiellement t'aider, ça va être de t'entourer de personnes positives. D'accord? Essaye de t'éloigner des pompeurs d'énergie et et ça peut être un point à mettre justement dans ce journal de gratitude. Voilà, ces personnes justement nourrissantes, ces personnes positives que tu as autour de toi et qui te permettent, ben, d'égayer tes journées, parfois qui peuvent même te bousculer parce que tu vas dans la mauvaise direction et ils te mettent un coup de pied aux fesses parce qu'ils t'aiment vraiment et quand tu déconnes, ils te le disent. Neuvième point, s'inspirer des autres. C'est toujours important et intéressant d'apprendre du succès et des erreurs des autres. Les deux, le succès et les erreurs.
Si tu apprends des erreurs des autres, tu gagnes du temps. C'est un raccourci. Parce que tu te donnes la possibilité de ne pas faire les mêmes erreurs. Et si tu apprends de leur succès, bah, c'est la même chose. Tu apprends des leçons qui sont aidantes également. Donc, pour ça, ce qui peut être intéressant, ce serait de lire ou de se former continuellement pour élargir tes perspectives. Parce que au plus tu vas avoir de connaissances, de savoir, tu vas apprendre des choses, au plus tu vas élargir ton champ des possibles. Tu vas élargir ta carte du monde. Et ça va te permettre de voir le monde différemment, les choses différemment, et d'avancer beaucoup plus facilement vers le succès, vers tes objectifs, ou vers une vie plus équilibrée. Il se peut que, en lisant sur le succès des autres ou en te formant, il y a plein d'idées qui vont popper dans ton esprit, de nouvelles idées, des pensées. Note-les, note-les. Même si ces idées-là te paraissent insignifiantes, bah avec le temps, elles peuvent évoluer, elles peuvent donner lieu à autre chose. Et c'est en ça qu'en fait, t'inspirer des autres et lire sur le succès des autres, en élargissant tes perspectives, ton champ des possibles, tes possibilités, bah en fait, tu vas permettre à ton cerveau d'être beaucoup plus créatif. Tu vas donner des éléments à ton cerveau qu'il n'avait pas et ça va lui permettre de penser en dehors de la boîte, avec une plus grande largesse. 10e point, te choisir en priorité. On en a déjà parlé, on a fait un podcast sur l'égoïsme. On avait dit que l'égoïsme n'avait pas que... Souvent, l'égoïsme, on le voit comme quelque chose de négatif, alors que pas du tout, d'accord? En fait, il y a un juste milieu dans toute chose et il y a des extrêmes dans toute chose. Il y a un juste milieu également dans l'égoïsme. Et ce juste milieu égoïste, il est vital pour nous-mêmes. C'est ce qui te permet de respecter ton temps et ton énergie, qu'elle soit mentale ou physique. C'est ce qui te permet de ne pas te laisser envahir par les vampires énergétiques. C'est ce qui te permet de ne pas sacrifier tes valeurs et tes objectifs pour quelqu'un, pour de l'argent, pour plaire, peu importe. C'est ce qui te permet de rester droit dans tes bottes, en fait. Et pour ça, il peut être intéressant pour toi d'identifier tes priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et une fois que tu as identifié tes priorités, à ce moment-là, de mettre ces priorités-là en avant. Mais n'oublie pas, le juste milieu égoïste, c'est quelque chose d'important. Parce que si tu ne penses pas à toi et que tu ne te mets pas en priorité, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Toi, tu t'occupes de la vie des autres, tu mets les autres en avant, mais tu t'oublies complètement. Est-ce que ça a du sens? Tu t'occupes de la santé mentale des autres, mais tu t'occupes pas de la tienne. Est-ce que ça a du sens? Et si tu t'occupes pas de toi, tu peux devenir un danger pour les autres. C'est ça le problème. Si tu te négliges, mais que tu es tout le temps en train d'essayer d'aider les autres, tu es tout le temps en train de penser aux autres, tu peux devenir un danger pour les autres. Donc on commence par soi. D'accord? Si t'es pas un minimum égoïste, on parle bien de l'égoïsme sage, d'accord? Et pas des extrêmes, tu pourras pas réellement être altruiste. C'est pas possible. Et peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Mais imagine que t'es un médecin, t'es malade à mourir, d'accord? En plus, t'as une maladie contagieuse. Et malgré tout, tu vas travailler et tu essayes de soigner des patients. Est-ce que ça a du sens? Tu vas tous les contaminer. Par altruisme, potentiellement. Tu vas dire, ouais, mais non, mais je peux pas laisser mes patients, il faut absolument que je les aide, ils ont besoin de moi. D'accord. Mais, en fait, vu que tu prends pas tes précautions, vu que tu ne t'occupes pas de toi en priorité, tu vas empirer la vie de tes patients. Tu vas leur transmettre ta maladie. Alors que eux, au départ, viennent te voir potentiellement pour de petites maladies ou pour se soigner. Donc vraiment, c'est important de se mettre en avant. On commence par soi. On se met en priorité. Il y a des valeurs chez nous, il y a des priorités sur lesquelles on ne peut pas transiger. Point barre. C'est comme ça. Ça, c'est prioritaire chez moi. Je ne le mets pas de côté pour quelqu'un d'autre. Cette valeur, elle est importante pour moi. Je ne la mettrai pas de côté pour quelqu'un d'autre. C'est ma manière de me respecter. C'est ma manière de me donner de la valeur. Et si je ne le fais pas, personne ne me respectera. Personne ne me donnera de la valeur. Donc tant que tu ne fais pas preuve d'égoïsme sage, d'accord, de ce juste milieu égoïste, bah malheureusement, ça va être très difficile pour toi d'avancer vers le succès,
d'avoir des relations équilibrées avec les autres et d'avoir une vie équilibrée en fait. 11e point, ça va être d'adapter ta méthode de travail. Il faut savoir juste une chose, c'est que il n'existe pas une seule façon de réussir, mais des méthodes de travail à personnaliser. Donc essaye de créer un environnement de travail qui va être propice à la concentration pour toi, en évitant justement la surcharge visuelle, en évitant qu'en fait ton environnement t'amène de la surcharge mentale. Ça, c'est un point important. Tu peux aussi utiliser, c'est des compléments d'outils que je te donne, la méthode Pareto, d'accord. La méthode Pareto, c'est le principe du 20-80. Donc en fait, ça va être de mettre 20% d'efforts dans ce qui va produire 80% du résultat. Parce qu'il y a des personnes qui mettent 80% d'efforts dans ce qui va produire 20% des résultats. Donc vraiment, c'est en ça que prioriser, faire des listes, planifier, éviter le multitâche, etc., ça va t'aider justement à mettre 20% d'efforts dans ce qui va produire 80% du résultat. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Fixe-toi des micro-objectifs au cours de la journée pour créer des micro-moments de réussite ou des micro-victoires. C'est ce qui va te permettre de rester motivé parce que si tu découpes pas tes tâches en petits objectifs, ben en fait, tu vas te retrouver face à une montagne et un bloc et ça va être oppressant. D'accord? Donc, en découpant en plusieurs tâches, au moins c'est OK, j'ai réussi cette première tâche, nickel, je vais dans la bonne direction. Puis j'ai réussi la deuxième, yes, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, et on avance petit à petit. Et aussi, un point justement qui peut être difficile pour réussir, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme est vecteur de procrastination. Et pour ça, garde à l'esprit le pourquoi tu veux faire les choses. D'accord? Tu as peut-être un projet, tu as peut-être une tâche à réaliser, et tu es là et tu te dis non, mais en fait, tant que je ne peux pas faire parfait, je passe pas à l'action. Non, non, c'est mort, je passe pas à l'action. Ben, en fait, en ne passant pas à l'action, tu délaisses le sens du pourquoi tu veux faire les choses. En fait, le perfectionnisme, on l'atteindra jamais. On sera jamais prêt. Si à chaque fois on dit bah, je vais attendre que ce soit parfait pour passer à l'action, ce sera jamais prêt. C'est un gouffre sans fin. Mais pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu fais les choses pour améliorer ton niveau de vie? Est-ce que tu fais les choses pour améliorer la vie des autres? Peut-être. Tu sais, peut-être que tu as un projet et ce projet-là, son objectif, c'est d'impacter positivement la vie des autres. Et en repoussant sans cesse, en fait, tu fais rien. Tu fais rien. Et moi, ça m'arrivait beaucoup au départ, quand je commençais la formation, de vouloir trop donner. Me dire, bah non, en fait, il faut que je fasse parfait. En fait, si j'ai pas l'atelier parfait, si j'ai pas préparé le cours parfaitement, je le fais pas. Et je repoussais, je repoussais, je repoussais. En oubliant que l'objectif même de mes ateliers, ça c'était avant que je commence à l'Institut Merlin, je donnais des ateliers dans une start-up, dans un incubateur. Bah, en fait, le but même de mes ateliers, c'était d'apporter des outils, des connaissances surtout, aux personnes qui étaient dans la start-up pour les aider à avancer. En voulant faire parfait et en les privant de ces connaissances-là, bah, malheureusement, ma mission, elle ne s'accomplissait pas. Je leur facilitais pas la vie. Donc il valait mieux, à ce moment-là, que ce soit pas parfait, même si je partageais que 20% des connaissances que je voulais leur donner, ces 20%, c'était déjà parfait pour eux. Surtout pour des novices. Parce que souvent, quand on est dans le perfectionnisme, en fait, on est dans notre vision du parfait. Mais notre vision du parfait n'est pas la même pour les autres. Peut-être que pour l'autre, 50% de notre parfait, c'est déjà extraordinaire. Donc c'est important d'apprendre à lâcher prise et à passer à l'action. L'action, l'action, l'action. Tu n'atteindras jamais ce parfait, en quelque sorte, entre guillemets, parce que le parfait n'existe pas. Tout est parfaitement imparfait. Mais pour tendre vers cette perfection, la seule chose qu'il faut mettre en place, c'est des actions. Tu passes à l'action. Tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. C'est très très bien. Tu vas peaufiner, tu vas améliorer. Tous les produits qui sont aujourd'hui sur le marché et qui ont attendu d'être parfaits pour être lancés, pour beaucoup de produits, c'est des produits qui ont très vite disparu du marché en fait. Mais si tu regardes que ce soit l'iPhone, que ce soit la première PlayStation, que ce soit Toyota avec ses voitures, bah en fait les premiers produits sont jamais parfaits. On sort une première version et après on améliore, on peaufine, on apprend, on regarde comment on peut changer les choses, on prend le feedback des utilisateurs et on améliore. Mais c'est pas dans le sens inverse. Parce que sinon on va mettre beaucoup d'énergie sur quelque chose que peut-être que les gens n'attendront pas. Les gens ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts et ils en ont pas besoin. Si quelqu'un vient me voir et qui veut m'acheter une Clio,
Ça sert à rien que je lui vende une Ferrari. Il veut une Clio. Une Ferrari, ça ne répondra pas à ses besoins. Bien au contraire, ça va peut-être être une charge pour lui, ça va être du stress, ça va être un gouffre financier et ça sera peut-être même dangereux pour lui. Donc, si tu as un projet ou que tu dois faire quelque chose, vas-y étape par étape. Lâche prise. Ta vision du parfait, c'est la tienne, c'est pas celle des autres. Et en procrastinant, malheureusement, tu tues ton projet dans l'œuf ou ton objectif. Donc, juste pose ta première petite action. Pose ton action. Et en la posant, par la suite, tu peaufines, tu apprends et tu avances. Donc voilà, ça c'est les outils que je t'ai partagés qui nous viennent de Cory Breyer dans son livre The Habitual Hustler. Et le dernier point que je rajouterai, c'est qu'une journée type n'existe pas. D'accord? Moi, je t'inviterai à tester différentes approches. Tu peux tester effectivement les 11 points que j'ai amenés. J'ai donné un peu plus de points sur la fin, mais les points que j'ai amenés, les outils que j'ai amenés et qui nous proviennent de ce livre-là, mais n'applique que ce qui te convient. Teste, si ça marche pas, tu réadaptes. Tu réadaptes à ta sauce s'il faut, ou tu utilises d'autres outils s'il le faut. D'accord? Parce qu'on est tous différents et on fonctionne tous différemment. Prends ce qui répond à tes besoins, ce qui te correspond de ces outils que je t'ai partagés, de ces clés que je t'ai partagées, et mets de côté ceux qui ne fonctionnent pas pour toi. Et s'il le faut, soit tu les réadaptes à ta façon de fonctionner, soit tu utilises d'autres clés, d'autres outils. Mais si aujourd'hui ta façon de faire, elle ne te correspond pas, elle n'est pas efficace, bah, essaye d'expérimenter ces outils. Parce que tant que tu fais la même chose, tu n'auras pas de résultats différents. Donc essaye de nouvelles choses. Reste curieux et adaptable, d'accord? Si tu sens que une des clés, un des outils que je t'ai donné t'apporte du stress, ben réadapte ça à ta sauce, jusqu'à trouver ta propre recette du succès. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. Pense à liker, commenter, partager ce podcast autour de toi si tu sens qu'il peut être utile à d'autres personnes, surtout en cette fin d'année. Il y a, il y a la nouvelle année qui arrive très bientôt, il y a beaucoup de personnes qui prennent des résolutions en début d'année. Donc peut-être que ce podcast pourra leur être utile. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Julien te dirait, n'oublie pas d'être magique et que tu as le potentiel de réaliser tout ce que tu souhaites. Et moi, je te dis, à la prochaine.